ce sont les États, ce sont les gouvernements pour, entre guillemets, régler tel ou tel problème. Pour, entre guillemets, le bien de la population, le bien du pays, le bien du monde, bref. Et ça ne leur coûte rien. Donc c'est gratuit. Et ils ont le monopole. Parce que on n'y peut rien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aller un peu sur un nouveau format. Et on va aujourd'hui parler de la monnaie, du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, en termes de technologie pouvant être une alternative au système bancaire. Là, je vais laisser à l'honneur une vidéo YouTube qui va vous permettre de bien comprendre en fait de quoi il s'agit. Et je vais la commenter au fur et à mesure parce que vous allez voir que ce sera un peu technique. Donc, je serai là pour commenter et vous expliquer un peu plus simplement les termes qui seront compliqués à comprendre. Et du coup, j'attends en commentaire vos questions si jamais vous en avez. Et je vous invite à profiter du contenu. Donc, on se retrouve tout de suite. Let's go! Grande conférence Bitcoin en Europe. Donc bravo à eux, bravo à Jonathan, bravo à Joss, bravo à toute l'équipe de Stackinsat. C'est vraiment très impressionnant. Alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la monnaie et la politique. Dépolitiser la monnaie, quelle expression intrigante, étonnante. Qu'est-ce qu'une monnaie politique? Est-ce que nous sommes dans un système de monnaie politique? Comment est-ce qu'on pourrait changer de système? Est-ce qu'une monnaie non politique serait envisageable? En fait, toutes ces questions, ça faisait longtemps que quelques économistes inconnus se les posaient, et aujourd'hui, le monde entier commence à se les poser parce que les crypto-monnaies rendent ces questions inéluctables. Alors, je vais vous proposer des éléments de réponse en 3 temps. D'abord, je pense que la monnaie, par essence, elle est apolitique. Elle ne fait pas partie de la sphère politique. En revanche, elle a été politisée dès les débuts de son existence, avec des conséquences probablement catastrophiques. Et Bitcoin est une occasion absolument unique, inespérée, de dépolitiser la monnaie. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la monnaie est par essence politique? Et puis d'abord, qu'est-ce qui est politique? Et ça, c'est une question pas si facile que ça. Il y a beaucoup de littérature, de philosophie politique qui essaie d'y répondre. Moi, en fait, je vais me borner à une approche de bon sens. Pour moi, est politique ce qui est susceptible de relever de la décision politique. Alors qu'est-ce que la décision politique? Eh bien, c'est un type de décision qui est prise par des acteurs qui bénéficient de ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime. C'est la définition classique de l'État, le monopole de la violence légitime. Et en fait, cette définition... Alors les gars, ce qu'il dit là est très puissant. Le monopole de la violence légitime. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque votre argent est en banque, votre argent ne vous appartient pas? Si jamais il y a un problème dans votre pays et que l'État décide de bloquer votre compte en banque, vous n'y pourrez rien du tout. Ils vont bloquer votre compte et vous n'y pourrez rien. N'est-ce pas une forme de violence? Bloquer le compte de quelqu'un. Même si c'est pour des fins politiques, même si c'est pour des fins militaires, même si c'est pour des fins dans le sens de protéger le pays. Pourquoi bloquer le compte des gens? Ça s'est passé dans beaucoup de pays. C'est ça la violence légitime. On peut l'étendre à l'ensemble de la sphère publique, qui s'est beaucoup complexifiée depuis l'époque de Max Weber, qui est maintenant constituée des collectivités locales, de l'État, des collectivités européennes, des administrations, autorités administratives en tout genre, et qui toutes sont pourvues de ce pouvoir particulier. Et en démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité a le pouvoir d'imposer ses vues à la minorité par la loi, par la coercition de la loi. Et donc le champ du politique, on peut dire que c'est ça. Et il y a un champ qui échappe à ça, à la décision politique. C'est essentiellement la sphère privée. Moi, les décisions que je prends dans ma vie privée, elles relèvent plus de l'éthique que de la politique. Il y a plein de choses dans ma vie privée où, en fait, il est totalement absurde d'envisager qu'il y ait des lois qui organisent ces décisions, y compris pour certaines de nos interactions entre nous, qui peuvent très bien concerner le bien public sans pour autant relever de la politique ou du champ de la décision politique. Ce sont des notions différentes. Simplement, quelle est la frontière entre justement ce qui doit relever du champ politique et du reste? Cette frontière, elle est mouvante. Elle a évolué avec le temps. Et un des apports de Benjamin Constant est d'avoir bien montré, dans son discours célèbre de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, que, en fait, une des caractéristiques de la modernité, c'est justement de restreindre le champ de politique et de garantir aux individus un espace personnel qui ne soit pas envahi par le champ de politique. Simplement, à toute époque, et ça Karl Popper l'a très bien montré, il y a des pulsions totalitaires, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent au contraire accroître le champ de politique et restreindre la liberté privée. Et finalement, le totalitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est le tout politique. C'est quand la politique a tout envahi, chaque parcelle de nos vies privées. Le XXe siècle en a été une illustration absolument tragique, mais on le voit encore aujourd'hui à notre époque. À tout instant, la société ouverte, c'est comme ça que Popper l'appelait, doit se protéger contre ces pulsions. Et quand on voit certaines propositions de certains hommes politiques qui veulent encadrer davantage la vie privée pour toutes sortes de motifs en apparence louables, santé, environnement, etc., on voit que des pulsions totalitaires sont toujours à l'œuvre. Alors, vous allez me dire, c'est très gentil tout ça, mais la monnaie. En fait, la monnaie, justement, selon la manière dont on va la considérer,
eh bien, elle va être soit un rempart contre ces pulsions politiques, soit un outil au service de l'asservissement des gens, un outil en faveur du tout politique. Notamment pour deux aspects. Qu'est-ce qui doit être utilisé comme monnaie et comment gérer la monnaie? Est-ce que ces deux aspects doivent être considérés comme relevant du champ politique ou pas? Alors, pour ça, on est quand même bien obligé de se poser une question essentielle, qu'est-ce que la monnaie? Donc, je vais revenir très rapidement dessus. Il y a plein d'approches. Celle qui me convainc le plus, c'est celle de l'école autrichienne, fondée notamment par Karl Menger et Ludwig von Mises. La monnaie est ce qui facilite l'échange indirect. Les gars, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'on dit que la crypto-monnaie c'est une monnaie, ils disent que non, c'est pas une monnaie, c'est un actif numérique. Ok, c'est vrai que c'est un actif numérique, mais pourquoi voulez-vous considérer la crypto-monnaie comme un actif numérique et pas comme une monnaie? Simplement parce que vous vous mettez sur le point de vue de la loi, sur le point de vue des règles, de l'État, de la norme sociale. Une monnaie à la base, c'est un moyen d'échange. Une monnaie, ce n'est pas quelque chose qui a été défini par la politique qui dit oui, nous acceptons que la crypto-monnaie c'est une monnaie. Donc en fait pour beaucoup de gens, tant que les politiques, tant que les États, tant que le gouvernement n'ont pas dit que la crypto-monnaie c'est une monnaie, ce n'est pas une monnaie. Alors qu'on oublie même les raisons pour lesquelles on appelle quelque chose monnaie. C'est parce que cette chose-là nous permet d'avoir un moyen d'échange. Et la crypto-monnaie permet de servir de moyen d'échange. Fondamentalement c'est ça. Mais pourquoi beaucoup de gens veulent toujours mettre la politique devant, veulent toujours mettre le politiquement correct devant? C'est un gros problème. L'échange accroît énormément le niveau de vie des humains par rapport à l'autarcie, et l'échange indirect, avec un intermédiaire d'échange, facilite énormément l'économie par rapport à un système d'échange direct qui est le troc. Et on cite toujours les trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie, il faut bien voir qu'il y en a une qui est centrale, c'est la fonction d'intermédiaire d'échange. La fonction de réserve de valeur n'est qu'une condition pour que quelque chose puisse servir d'échange, et la fonction d'unité de compte n'est qu'une conséquence. Logiquement, on va choisir pour lier les prix le bien le plus répandu économique. L'aspect réserve de valeur, c'est simplement le fait que lorsque tu possèdes une monnaie, il ne faut pas que ta monnaie perde en valeur. Une réserve de valeur, c'est juste un actif qui te permet de garder ton argent à la même valeur. Et lorsqu'on a de l'or par exemple, l'or sert de réserve de valeur parce que quand tu possèdes de l'or, la valeur de l'or ne va pas être diluée. Par contre, lorsque tu possèdes des billets de banque, avec l'inflation, la valeur de ton argent est diluée. Et lorsque tu possèdes du bitcoin, c'est comme quand si tu possèdes de l'or. Juste que le bitcoin c'est de l'or numérique parce que c'est rare. Et vu que c'est rare, ce n'est pas possible que la valeur soit diluée. Et voilà pourquoi on parle de réserve de valeur. Fondamentalement. La monnaie. Mais c'est pas du tout une fonction essentielle. C'est une fonction accessoire. La fonction essentielle, c'est l'échange. Et pour qu'une chose puisse être utilisée durablement comme monnaie, d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique, on voit qu'elle doit respecter quelques caractéristiques objectives. Et en fait, les gars, excusez-moi de couper à chaque fois, mais ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo où j'explique pourquoi est-ce que le Bitcoin est la meilleure forme de monnaie. Donc je vous invite fortement à regarder cette vidéo-là, comme ça vous allez mieux comprendre un peu les propos qu'il est en train de dire là. Il faut que cette chose soit homogène, visible, transportable, résistante aux intempéries, rare et coûteuse à produire. Et on se rend compte au passage que le Bitcoin respecte exactement ces caractéristiques. Et dernier point, il y a un débat très important, c'est-à-dire que quelle doit être la quantité optimale de monnaie dans une économie? La plupart des économistes pensent qu'il faut que la quantité de monnaie s'adapte à l'économie, à l'évolution économique. Une écrasante majorité d'économistes pensent ça. Alors que les Autrichiens, eux, pensent que n'importe quelle quantité de monnaie, parfaitement arbitraire, peut servir à faire fonctionner l'économie, du moment que les unités sont très divisibles et qu'il y a une flexibilité des prix pour s'adapter. Mais vous voyez que ce différent, en fait, est très important parce qu'il concerne directement Bitcoin. On comprend mieux la réticence de la plupart des économistes vis-à-vis de Bitcoin quand on a cette querelle théorique à l'esprit. Alors, donc, évidemment, il y a d'autres présentations des choses que celles que je viens de vous décrire. Notamment celle de David Graeber, qui est un anthropologue. Son livre, qui est assez apprécié de certains bitcoiners, est très intéressant. C'est un livre d'anthropologie qui est massif, qui fourmille de détails anthropologiques intéressants, mais il est très faible d'un point de vue économique, tout simplement parce que Graeber méprisait l'analyse économique. Par exemple, il disait on n'a jamais trouvé de société sans troc dans l'histoire. Donc, ça invalide la théorie selon laquelle on serait passé du troc à la monnaie. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on avait découvert des sociétés fonctionnant durablement en troc, eh bien c'est ça qui aurait invalidé la théorie traditionnelle de la monnaie. Et les Autrichiens disent justement, le troc est tellement inefficace qu'une société ne peut pas fonctionner durablement avec cette méthode. Et c'est pour ça que la monnaie est née très très tôt dans l'histoire humaine. Graeber lui-même avoue que le système de monnaie-dette, qui pour lui était à l'origine de la monnaie, n'était viable que dans les petites sociétés où les gens se connaissaient et pouvaient se faire confiance. Il avoue lui-même dans ce livre, de manière très rapide, que, en fait, à partir du moment où l'humanité a commencé à commercer sur des échelles plus grandes, où les gens ont interagi avec d'autres qui ne connaissaient pas, eh bien, pour commercer, il fallait un instrument d'échange différent, et la monnaie marchandise s'est imposée de cette manière, et a permis ce que Misabeau a appelé plus tard la scalabilité sociale, c'est-à-dire le développement des échanges, l'accumulation de capital et le niveau de vie inouï auquel nous sommes arrivés aujourd'hui.
Et puis il y a aussi la théorie chartaliste de la monnaie, qui a été très popularisée récemment, notamment avec la théorie monétaire moderne, et notamment de Stéphanie Helton. C'est une théorie qui date de 1905, Knapp a écrit la théorie étatique de la monnaie. Et lui il dit, en fait, c'est l'État qui a créé la monnaie, parce que la monnaie c'est ce en quoi on paye nos impôts. Et donc, la monnaie est intrinsèquement politique. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est une thèse complètement différente, qui est vraiment à l'inverse de celle qui paraît plus convaincante. Et c'est une thèse qui en fait est plus ancienne que celle de Knapp en 1905. Horace, en XIVe siècle, ce grand ecclésiastique, philosophe, mathématicien, dénonçait déjà cette croyance selon laquelle la monnaie était une chose de l'État, une créature de l'État, comme dit un économiste Abba Lerner en 1947. Et la théorie chartaliste de la monnaie était totalement démontée par des économistes autrichiens, notamment dans le livre de Mises, La Theory of Money and Credit. Et donc, en fait, on ne devrait plus la prendre au sérieux, mais elle reste attractive pour beaucoup de gens. Et en fait, la plupart des gens continuent de croire que la monnaie est une créature de l'État. Donc, si on récapitule, en fait, la monnaie est née d'un ordre spontané, par des phases d'expérimentation du marché. Elle sert à faciliter l'échange. De manière logique, c'est l'actif le plus liquide de l'économie. Elle a une vocation mondiale, puisqu'elle est l'actif le plus liquide. Naturellement, dans un système de concurrence des monnaies, concurrence véritable, une monnaie progressivement s'impose pour être la monnaie mondiale, même si d'autres restent potentiellement des concurrents pour prendre sa place et elle va gérer. Ah ouais, les gars, par rapport à ce point-là, il a totalement raison. Il faut comprendre une chose. Hein. Actuellement, il y a plus de 21 000 crypto-monnaies sur le marché. 21 000. Et beaucoup de gens s'acharnent en se disant que bon, là, ils vont trouver la pépite. Ils vont trouver le prochain Bitcoin. Mais c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux de le dire parce que Bitcoin, jusqu'à présent, c'est la crypto-monnaie la plus solide. Et j'ai fait une vidéo récemment où j'explique justement ce fait-là. Et comme il disait, il y aura toujours une seule monnaie qui va s'imposer comme monnaie mondiale. Toujours une. Ça veut dire que parmi les 21 000 crypto-monnaies qui existent, il y en aura une seule qui va être utilisée et adoptée par tous. Ça ne veut pas dire que toutes les autres vont disparaître. Mais ça veut dire qu'il y en aura une seule qui va se démarquer réellement. Et pour moi, cette crypto-monnaie qui va se développer, qui va se démarquer réellement, c'est Bitcoin. Parce que Bitcoin est la seule crypto-monnaie incorruptible et la seule crypto-monnaie qui peut continuer à garder les principes et les caractéristiques même de la monnaie. Et surtout, je vais préciser encore, de la monnaie libre, de la monnaie qui appartient au peuple, donc de la monnaie du peuple. Donc ça, c'est un schéma qui est favorable, qui est positif, sauf si une monnaie mondiale est imposée par l'État ou par des États, et là, on se trouve dans une situation différente. Et finalement, la monnaie peut être considérée comme quelque chose d'apolitique au sens où c'est un instrument qui est né hors du champ du politique et qui est intrinsèquement séparé du champ du politique. Le problème, c'est que justement, elle a été politisée dès ses débuts, avec des conséquences absolument catastrophiques. Ce processus a été très graduel. On n'a pas assisté du jour au lendemain à une politisation de la monnaie. Ça se fait par étapes, par effet de cliquet, par réglementation successive du secteur bancaire, etc. Mais l'objectif fondamental, c'était le financement du pouvoir. C'est-à-dire que les souverains, pour leurs dépenses, les guerres, etc., ne pouvaient pas se satisfaire seulement de l'impôt, qui serait la résistance à l'impôt par la population, ni de l'endettement, qui a l'inconvénient de nécessiter des taux d'intérêt, des intérêts à payer. Et donc très vite, les souverains de toute nature se sont arrogés des pouvoirs sur l'industrie monétaire et bancaire, et ont par exemple réussi très souvent, à toutes les époques, à altérer les pièces de monnaie, c'est-à-dire à diminuer le poids en métal des pièces, tout en conservant la même valeur faciale. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que ce qu'ils ont fait avec la monnaie, c'est simplement, tu as genre une bouteille de 1,5 litre qui coûte 500 francs, mais demain la bouteille de 1,5 litre n'est plus 1,5 litre, c'est maintenant 1 litre, et ça vaut toujours 500 francs. Et les autres 0,5 litres restants, ils mettent ça dans leur poche. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ça veut dire qu'on réduit la taille, on réduit le poids des pièces de monnaie, mais en gardant la même valeur pour pouvoir, avec le reste, avoir plus. Et c'est ce que les États ont fait. Et donc, en récupérant au passage un certain nombre de pièces à leur profit. Pratique qui était dénoncée par Horace au XIVe siècle comme profondément choquante, immorale, qui était en fait une forme d'expropriation des pièces possédées par des individus. Et à toutes ces époques où le pouvoir politique a accru son emprise sur la monnaie, il a toujours dû le justifier. Et il n'a cité devant aucun prétexte pour justifier ça. C'était pour résoudre les crises financières, pour assumer pour permettre une forme de souveraineté monétaire, pour créer un lien national. Ça, c'est un argument qui est très présent à droite. La monnaie devrait contribuer au lien national. En fait, c'est une idée extrêmement étrange. Si on compte sur la monnaie pour constituer le lien national, c'est qu'on a très confiance dans sa nation. Le lien national vient de la culture, du langage, de la littérature, d'une histoire commune, pas du tout de la monnaie. En fait, il n'y a aucune raison pour qu'une monnaie corresponde à des limites nationales, géographiques arbitraires. Aucune. Donc si on résume, la monnaie naturelle apolitique, elle est rare, elle est coûteuse à produire et ses producteurs sont en concurrence. Alors qu'une monnaie qui est appropriée par le pouvoir politique, lui justement, il a intérêt à ce qu'elle puisse être créée de manière limitée, à son profit, sans coût. Et donc pour réaliser ça, il a intérêt à monopoliser la production de monnaie. Et les gars, s'il vous plaît, comprenez bien ce schéma-là. Monnaie apolitique, ça veut dire qu'une monnaie qui n'est pas contrôlée par la politique, elle est rare.
elle est coûteuse à produire et elle est concurrente. Elle n'a pas de concurrence. Mais les gars, quand on parle de rareté, Bitcoin est rare. Bitcoin est rare parce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Coûteuse à produire. Aujourd'hui, vous allez voir sur Internet comment on parle du minage de Bitcoin. Tout le monde dit que le minage de Bitcoin pollue. Je vais faire une vidéo là-dessus et vous allez voir que, en réalité, le minage de Bitcoin est beaucoup plus utile que ce que les gens ne vous laissent croire. Ce que les news donnent, c'est simplement parce que, justement, les États voient que le Bitcoin, c'est une monnaie qui peut potentiellement faire chuter ce système-là. Mais Bitcoin est en train, justement, de faire en sorte que les énergies ne soient plus perdues. Une énergie qui aura été créée et qui aurait normalement été perdue grâce au minage de Bitcoin pourrait être utilisée pour miner. Mais ils vont comparer le minage du Bitcoin avec la quantité de consommation énergétique d'un pays, d'un petit pays. Ça n'a pas de sens en fait. Bref. Et en gros, coûteuse à produire, ça veut dire que vu que pour produire de nouveaux Bitcoins, il faut faire du minage. Et pour faire du minage, il faut du matériel informatique. Et il faut de l'électricité, tout ça qui est payant. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais prétendre vouloir créer une quantité illimitée de Bitcoin. Parce que ça va demander également une quantité illimitée d'argent. Est-ce que vous comprenez le truc? Et la concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas que Bitcoin sur le marché, il y en a d'autres. Toutes les crypto-monnaies qui sont sur le marché peuvent potentiellement être des concurrents à Bitcoin. Par contre, le système monétaire peut produire par la politique une infinité de monnaies. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est ce qui cause l'inflation. Et si vous remarquez bien, actuellement, le prix de tout augmente. C'est à cause de l'inflation. Aujourd'hui, on dit que l'inflation, c'est la hausse des prix. Non. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Et qui augmente la masse monétaire? Ce sont les banques centrales. Ce sont les États, ce sont les gouvernements pour, entre guillemets, régler tel ou tel problème. Pour, entre guillemets, le bien de la population, le bien du pays, le bien du monde, bref. Et ça ne leur coûte rien. Donc c'est gratuit. Et ils ont le monopole. Parce que on n'y peut rien. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système où il y a une emprise quasiment complète du politique sur la monnaie. À travers le système de la monnaie fiat et du cours légal qui impose une monnaie sur un territoire donné, à travers le monopole de la création monétaire déléguée aux banques commerciales, à travers le crédit bancaire, la puissance publique peut mener des politiques monétaires qui se fixent des objectifs politiques, déterminés de manière politique, et plus ou moins arbitraire, comme la stabilité des prix, qui lui, en fait, assez arbitraire, parce qu'il n'y a pas de raison a priori pour que les prix soient stables. Et puis, la politique budgétaire, elle-même, devient dépendante de la politique monétaire. Aujourd'hui, les États savent très bien qu'ils peuvent faire du déficit sans limite, parce que les banques centrales achèteront des titres de dette publique. Est-ce que vous comprenez le truc? Ça veut dire que il faut comprendre que c'est la banque centrale qui crée la monnaie. Ce sont les banques centrales qui créent la monnaie. Et les banques normales et les États vont emprunter de l'argent aux banques centrales. Et les banques centrales vont simplement augmenter la taille de leur bilan. Je vous fais simple. Imaginez que par exemple, la banque centrale a une quantité d'argent de 100 millions. 100 millions. Ça, c'est la quantité d'argent que la banque a. Et c'est ça la taille du bilan. C'est ça leur bilan. La taille du bilan de la banque centrale, c'est 100 millions. Mais imaginez qu'un État vient demander à la banque centrale 50 millions. La banque centrale prête 50 millions. Ça veut dire que dans leur bilan, dans leur caisse, il leur reste 50 millions. Et une autre banque vient demander à la banque centrale 100 millions. Alors que dans leur compte, il leur reste 50 millions. Ce que la banque centrale va faire, c'est créer 50 millions de plus pour pouvoir donner le prêt, octroyer le prêt à la banque. Et la taille du bilan de la banque va augmenter. Avant, c'était 150 millions. Avant, c'était 100 millions. Et là, ça va passer à 150 millions. Parce qu'ils n'auront pas les 500 millions, les 50 millions demandés. Ils n'auront pas ça. Ils vont devoir créer de la monnaie et augmenter la taille de leur bilan qui était à 100 millions. Ça va passer à 50 millions. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ils augmentent simplement la taille de leur bilan pour pouvoir octroyer des prêts. Et donc, on est dans une grosse bulle économique dans laquelle on a des prêts qui sont faits, on a juste un bilan qui augmente. Et les gars, tout ça, ça fait quoi? L'inflation. Et ça profite à qui? Ça profite aux riches. Je pense qu'ils vont en parler de l'inégalité sociale qui se crée à cause de ça. Pas de manière directe parce qu'elle n'en parle pas, mais par l'intermédiaire des acteurs financiers. Nous sommes dans un paradigme archi-keynésien, finalement, où tout le monde est convaincu que le rôle de l'État est de relancer la machine économique quand elle est enrayée et de lutter contre le sous-emploi en créant de la monnaie. Le problème, c'est que ça marche pas très bien.
Et donc les banques centrales doivent trouver de nouveaux prétextes pour justifier ces politiques. Et le dernier prétexte à la mode, c'est tout simplement sauver le monde, sauver le climat, sauver la planète. Et vous noterez que les banques centrales ne proposent pas de résoudre le problème de la faim dans le monde, qui est un problème peut-être plus urgent, plus accessible, plus immédiat, plus évident, et plus facile à résoudre. Pourquoi est-ce qu'elles ne proposent pas de résoudre le problème de la faim dans le monde? C'est parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque de s'attaquer à un problème pour lequel leur inefficacité serait mesurée de manière trop évidente. Alors qu'en s'attaquant à un problème grandiose, elles sont certaines qu'on ne pourra jamais vérifier si elles ont réussi ou pas. En d'autres termes, elles se sont fixées des objectifs non falsifiables, pour reprendre un terme de Karl Popper. Heidegger parlait de l'arraisonnement de la nature par la technique, et finalement on peut parler de l'arraisonnement de la monnaie par le politique. Heidegger, sympathique humaniste, qu'on voit sur cette photo avec son écusson nazi. Alors, vous savez que, en fait, dans cet arraisonnement de la politique, de la monnaie par la politique, 1971 a été une date clé. C'était en fait une accélération de ce processus multiséculaire, une accélération foudroyante. On est vraiment dans un régime nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et la fameuse image de la planche à billets, évidemment, elle est très simplifiée, mais elle est juste. La puissance publique a un pouvoir de création monétaire quasiment illimité à son profit, avec en fait pour seule limite l'obligation absolue d'éviter l'hyperinflation, puisque l'hyperinflation aboutit à la destruction du politique. Mais c'est la seule limite acceptable aux yeux du politique, finalement. Et la prochaine étape de cette évolution de fond, ce sont les monnaies numériques de banque centrale, qui sont un instrument potentiellement dystopique. Et moi je dirais encore potentiellement dangereux. Les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Les banques centrales sont en train de créer des monnaies numériques. Ça veut dire que actuellement, lorsque tu as ton cash, ton argent en cash, et que tu mets dans un compte bancaire, on peut te bloquer. Ok. Mais, si jamais tu as ton argent en cash chez toi, il n'y a pas de souci. On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas t'arracher ton argent si c'est chez toi. Tu vois. Par contre, si c'est dans un compte en banque, là, c'est tranquille. Par contre, avec le temps et la technologie qui évolue, actuellement, on est en train de voir une nouvelle forme de monnaie qui apparaît, créée par les États, qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Ces monnaies-là vont fonctionner exactement comme quand vous avez votre argent dans votre compte mobile monnaie. Aujourd'hui, lorsque tu veux aller chez un boutiquier, tu n'es plus forcément obligé d'avoir du cash. Tu peux avoir ton argent dans ton compte en telle monnaie et payer par la telle monnaie. Mais je vais vous faire une caricature de ce qui pourrait se passer dans le futur. Imaginez que les francs CFA n'existent plus, les billets, les pièces n'existent plus, et que tout l'argent ne circule qu'en ligne, que dans votre compte RTL Monnaie. Ça veut dire qu'à tout moment, RTL peut bloquer votre compte, et vous n'y pourrez rien. Et vous n'avez pas de cash, parce que le cash est inutile. On n'a plus besoin de cash. On n'utilise maintenant que de l'argent numérique. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ils sont en train de créer l'euro numérique, le dollar numérique, le yuan numérique, le naira numérique. Les gars, attention. C'est parce que si ces monnaies-là sont sous le contrôle de l'État, c'est que l'État aura plus, les gouvernements et l'État aura plus de contrôle sur la population. Et qui contrôle l'argent contrôle les gens. Donc si jamais le gouvernement et l'État considèrent que tu es un mauvais citoyen, ben, on bloque ton compte. On restreint ton compte. On vide ton compte. On te fait ça dur. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Heureusement, il y a les crypto-monnaies. Et si vous n'êtes pas encore conscient de ça, les gars, c'est très 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 grave. C'est très grave. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Parce que les gars, ce qui arrive, c'est dingue. Pourrait permettre, une fois que la puissance publique aura éliminé l'argent liquide, d'accroître le pouvoir de la puissance publique sur l'économie en faisant de la relance monétaire sans limite, et son pouvoir sur le contrôle des individus, en orientant même les comportements d'achat, d'épargne, d'investissement des individus de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. C'est donc une perspective extrêmement inquiétante, les monnaies numériques de banque centrale. La technologie est neutre, mais la manière, quand on crée un outil et qu'on le met aux mains de la puissance publique, il faut être certain qu'elle va l'utiliser de manière raisonnable. Et là, c'est vraiment pas certain. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? On pourrait en parler très longuement, je vais devoir être très rapide. Ce qui suit s'appuie sur les travaux de Rothbard, Salerno, Huerta de Soto, Guido Haussmann, Amous et Farrington et Meyers. Ce sont des auteurs très intéressants qui sont très peu enseignés, publiés, traduits en France, malheureusement. À chacun de se poser la question de savoir pourquoi ils ne sont pas plus connus en France. D'abord, la politisation de la monnaie perturbe le fonctionnement normal de l'économie de marché, notamment le système des prix, qui est le système d'information de l'économie, qui est un système d'une complexité, d'une sophistication inouïe, il est totalement perturbé. Le calcul économique, qui est réalisé par les agents économiques pour planifier leurs activités, leurs investissements, etc., est profondément perturbé par les fluctuations imprévisibles de la quantité de monnaie dans l'économie. L'expansionnisme monétaire crée ce que les Autrichiens appellent du malinvestment, c'est-à-dire des booms artificiels où il y a de l'investissement dans des secteurs risqués, sur des projets risqués qui n'auraient pas pu se financer dans des conditions monétaires normales. Et quand il y a des retournements de confiance de ces cycles, ça engendre des crises qui sont violentes, douloureuses socialement, et qui sont donc le produit de l'expansionnisme monétaire. Ce qui est très important à intégrer quand on se souvient qu'en permanence, la puissance publique prétend résoudre ces crises avec encore plus d'expansionnisme monétaire. La politisation de la monnaie crée des guerres monétaires entre États, qui attisent les tensions géopolitiques.
L'effet cantillon, dont on peut se demander pourquoi il n'est pas plus souvent cité par la gauche, est extrêmement perturbant. C'est le fait que l'expansion monétaire avantage en priorité les catégories aisées, celles qui reçoivent la monnaie nouvellement créée en premier, qui ont pu s'endetter pour acheter des actifs qui vont prendre de la valeur, avant l'augmentation des prix. Ah oui les gars, il faut bien comprendre ça. L'effet cantillon, j'en parle de mon livre, je suis en train de l'écrire, de le finaliser là. L'effet cantillon en fait c'est quoi? C'est le fait que lorsque les banques centrales vont octroyer des prêts, est-ce que vous comprenez? Suivez-moi bien. Les banques centrales ont le pouvoir d'octroyer des prêts aux banques et aux États. Mais, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, c'est plus compliqué pour les gens de pouvoir emprunter. Suivez-moi bien. Donc, vu que pour emprunter, il faut être solvable, pour emprunter de l'argent à une banque, il faut avoir la capacité d'avoir de l'argent pour rembourser. Il n'y a que les riches, les États et les banques qui ont les moyens de pouvoir emprunter de l'argent. Et lorsqu'ils empruntent de l'argent, ils ont alors plus de cash, plus de possibilités d'investir. Et lorsqu'une entreprise investit, elle va augmenter sa capacité, mais va devoir également augmenter son personnel. Et lorsqu'une entreprise augmente sa capacité et son personnel, elle va augmenter ses charges. Et quand une entreprise augmente ses charges, elle augmente ses coûts. Et elle augmente également le prix de ses produits. Et ce qui crée une hausse des prix. Voici en fait la réalité de l'inflation. L'inflation commence d'abord par l'impression monétaire. On crée de la monnaie. Ceux qui peuvent jouir de cette monnaie qu'on a créée, ce sont les riches. Les riches qui vont pouvoir acheter des actifs, augmenter la taille de leurs actifs, vont devoir embaucher plus de gens, augmenter leurs charges et donc vont devoir augmenter leurs prix. Et c'est pourquoi sur le marché, ça se répercute. Et qui en paie les conséquences, qui en paie les frais, c'est les pauvres. Parce que les pauvres n'ont pas les moyens d'emprunter, les pauvres sont juste obligés de consommer. Et lorsque les pauvres consomment, ils consomment à des prix de plus en plus hauts. Parce que les riches... Et c'est ça l'effet cantillon. La hausse la création de l'argent, la hausse de la masse monétaire, ça crée des inégalités. Voilà pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent... dont en revanche pâtissent les catégories les moins aisées, qui n'ont pas d'actifs, et qui subissent l'augmentation du coût de la vie. Donc, en termes théoriques, c'est un transfert de pouvoir d'achat relatif entre les riches et les pauvres, qui provient de la politisation de la monnaie. Et puis enfin, en fait, on a perdu de vue la notion de monnaie saine, harmonie. Vous demandez à un économiste qu'est-ce qu'une monnaie saine, mais maintenant il vous regarde avec des yeux ronds. Alors que pendant longtemps, c'était un concept essentiel. La monnaie perd de sa solidité, la confiance dans la monnaie s'érode, et on assiste à un début de fuite vers des valeurs refuges où n'importe quoi de rare et de coûteux à produire devient potentiellement une réserve de valeur, alors que ce n'est pas sa fonction. Un tableau, un immeuble, un bitcoin. Alors, la politisation de la monnaie aboutit aussi à dévoyer le fonctionnement du capitalisme. On se retrouve avec une forme de ghost plan. Est-ce que vous avez compris, les gars, ce qu'il a dit? Il a dit qu'on se retrouve à un niveau où on est obligé de s'évader et de fuir le système dans des actifs. Parce que, comprenez bien une chose. Vu que l'argent ne peut plus être utilisé comme réserve de valeur, ça veut dire que c'est plus possible pour quelqu'un de simplement se dire qu'il va épargner. Ça veut dire qu'avant, on pouvait se dire que oui, on pouvait épargner, et même là encore, tu pouvais te dire que bon, moi je gagne mon salaire, je mets 500 000 de côté chaque mois, au bout d'un an, avec 500 000, au bout de 10 mois, je peux avoir 5 millions. Voilà, tu te sens bien, tes 5 millions, tu te dis que tu vas acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est plus possible. Lorsque tu as de l'argent, tu dois être un pseudo-investisseur. Tu dois apprendre à investir. Parce que si tu n'investis pas, tes 5 millions vont devenir 3 millions dans quelques années. Parce que si tu n'investis pas, la voiture qui coûte 5 millions aujourd'hui que tu as envie d'acheter, dans un an, elle va coûter 10 millions. Du coup, tu es obligé d'investir pour faire fructifier ton argent. Du coup, le système actuel est obligé de faire en sorte que les gens de la classe moyenne, de la classe basse, deviennent des investisseurs en herbe. Parce qu'on est obligé, si on ne veut pas voir la valeur de notre argent s'effriter. Alors que, aujourd'hui, on aurait pu simplement être dans un monde qui était plus juste, avec une monnaie, mais on est dans la réalité, les gars, on n'est pas dans le monde des bisounours. On est obligé de s'adapter. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens achètent des voitures, les mettent en location, achètent des immeubles,
Parce qu'ils savent que l'immeuble, au moins, avec le temps, ça prend de la valeur. Parce que, surtout s'il est bien positionné, les gens achètent des terrains. Parce que les terrains, c'est des actifs. Si jamais les prix augmentent, le prix du terrain aussi va augmenter. Les gens achètent des actifs, etc., etc. Obligé. Pour protéger la valeur de l'argent. Petite équipe de bureaucrates qui prétend piloter le prix le plus important de l'économie, qui est le taux d'intérêt moyen, qui est le coût du temps et le coût du risque, qui prétend piloter la conjoncture économique, qui prétend piloter la masse monétaire, et donc c'est une forme de planification centralisée d'une partie essentielle de l'économie. Le capitalisme se trouve financiarisé, puisque l'économie de la monnaie dette permet à chacun d'être énormément endetté. Les acteurs financiers se voient offrir un rôle important, omniprésent. Le secteur de la finance est sans doute beaucoup plus développé dans notre économie que ce qui serait dans une économie de monnaie saine. Et la finance est politisée. Puisqu'en fait, l'État a besoin du secteur financier pour se financer, donc il accorde des privilèges et il impose des contraintes particulières au secteur financier, et les intérêts de la finance et de l'État deviennent imbriqués. Et c'est peut-être pas un hasard si les banques sont peuplées d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens hommes politiques, et si les gouvernements sont peuplés d'anciens banquiers. Et puis enfin, le capitalisme, c'est l'accumulation de capital. Or, une monnaie fondante, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, une monnaie fondante n'incite pas à accumuler le capital, elle incite à le consommer. Et donc on peut se demander si on n'est pas en train d'entrer dans une phase où le capital commence à s'éroder. Exactement. Lorsque tu sais que tu as 5 millions aujourd'hui et que demain tes 5 millions vont potentiellement valoir 4 millions, ben, il y a deux choses. Soit tu vas acheter un actif, soit tu vas consommer. Tu vas te dire comment. Si je n'achète pas cette voiture-là maintenant, mes 4 millions, je ne pourrai plus acheter plus tard. Du coup, tu vas être obligé de consommer. Et lorsque tu consommes, ça repart dans les mains des riches. Ah là là, ce système. Finalement, tous ces éléments font qu'on est très loin d'un système capitalisme normal. Et tous ceux qui passent leur temps à critiquer les excès du capitalisme en parlant de notre époque, j'aimerais bien qu'ils me donnent l'adresse de leur fournisseur de substances hallucinogènes. En fait, dans quel monde vivent-ils? Le système dans lequel nous sommes n'est pas un système capitaliste. C'est un capitalisme dévoyé par un certain nombre d'éléments, notamment la politisation de la monnaie, dont on sous-estime les effets parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement complexe. Mais il n'y a pas que ça. La politisation de la monnaie dégrade aussi la civilisation. D'abord, les occasions d'hyperinflation sont des événements d'effondrement instantané de la civilisation. Ensuite, comme les pouvoirs publics se voient attribuer des moyens massifs qu'ils ne pourraient pas avoir seulement avec l'impôt et l'endettement, ça leur donne la possibilité d'intervenir dans tous les domaines de l'économie et de la société. Et d'arroser tout le monde, de subventionner, etc. Et donc on assiste à une forme d'étatisation de la société. Certains pourront penser que c'est un progrès de la civilisation, mais je ne crois pas que l'exemple du XXe siècle conforte cette vision. L'État, notamment, a des moyens de propagande. Il peut financer la recherche, les médias, l'information, la culture, l'éducation, et faire passer des théories qui confortent sa position. Est-ce que vous savez combien d'économistes emploient la Fed, la Banque centrale américaine? 400. Ils ont 400 docteurs en économie, et donc ils ont un rôle d'influence sur la recherche en économie, sur le recrutement des meilleurs économistes américains. En France, la plupart des économistes sont soit financés directement, soit financés indirectement par l'État. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à des points de vue neutres, non biaisés, dans ces conditions? Est-ce que c'est satisfaisant? Et puis, évidemment, les États ont des pouvoirs de financer des guerres sans limite, incroyablement meurtrières, et là aussi, le XXe siècle en est une illustration tragique. Depuis 1914, qui a été l'occasion de dynamiter les talents morts pour financer des boucheries absolument inhumaines. Clair, les gars. Clair. Parce qu'avant, en fait, la monnaie était basée sur l'or. Ça veut dire que pour une certaine quantité d'or donné, il y avait une quantité de billets donnés. Mais avec le temps, ce que les États ont dit, c'est qu'ils ont coupé les talents or. Ça veut dire que la valeur, la quantité de billets, ils ne voulaient plus que ce soit égal à la quantité d'or. Simplement parce que la quantité d'or étant limitée, limitait aussi leur champ de possible. Ça veut dire que les banques et les États ne pouvaient pas créer de la monnaie comme ils voulaient, juste parce qu'il y avait un étalon or. Et donc ils ont dû couper ça pour avoir justement la possibilité de créer de l'argent comme ils veulent pour financer leur magouille, leur guerre. Enfin, l'expansion monétaire amène à perturber la préférence temporelle. La préférence pour le présent, c'est une réaction que nous avons tous, parce que l'avenir est incertain. On préfère avoir une chose maintenant que plus tard. C'est ça qui légitime la notion de taux d'intérêt, par exemple. Mais quand la monnaie devient fondante, quand on sait qu'elle va être créée sans limite, forcément, la préférence pour le présent des individus et de la société en général va augmenter. Ça aboutit à surconsommer les ressources, ça aboutit à une société de consommation à outrance, et ça limite la planification du futur, l'investissement et l'épargne. Et ça a des conséquences culturelles profondes, en fait, civilisationnelles, qui sont là aussi largement sous-estimées. Et enfin, la démocratie se voit effritée, d'abord parce que comme l'État a des moyens de financer toutes les catégories, la moindre élection se transforme en compétition démagogique pour promettre un maximum de choses à tout le monde.
Les Grecs anciens avaient des théories sur les cycles politiques. Et par exemple, Polybe estimait qu'après la démocratie, le dernier stade de la dégénérescence des régimes politiques, c'était la démagogie, celle où le pouvoir de la foule devient en fait prioritaire. Et on peut se demander si on n'est pas un peu dans cette situation. Situation aussi de clientélisme, où ceux qui ont le pouvoir, ce sont les lobbies, les groupes d'intérêt, dans tous les domaines, qui se battent de manière acharnée pour obtenir un maximum d'avantages, notamment financiers, à leur profit. Et donc on ne peut pas ne pas penser à cette fameuse phrase de Bastia, qui dit que l'État est cette vaste fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de tous les autres. Et paradoxalement, on confie les pouvoirs des technocrates, les banquiers centraux, qui ne sont pas responsables devant les électeurs. S'ils font des bêtises, qui les sanctionne? Est-ce que c'est normal dans un système qui se veut démocratique? À tel point que certains estiment que finalement notre monnaie n'est pas assez politisée, qu'il faut la repolitiser puisqu'elle est gérée par des gens qui n'ont pas de légitimité démocratique. C'est notamment ceux qui veulent sortir de l'euro et recréer un franc. Mais en fait, ça va résoudre aucun des problèmes que j'ai cités juste avant. Si on récapitule, on peut penser que malgré cette description apocalyptique que je viens de dresser, la civilisation a progressé. Mais la question c'est, est-ce qu'elle a progressé grâce à la politisation de la monnaie ou malgré la politisation de la monnaie? Est-ce qu'elle n'aurait pas progressé davantage si on avait évité de politiser la monnaie? Il me semble que les éléments que j'ai fournis prouvent que la civilisation en fait, a été ralentie par la politisation de la monnaie, et il y a un certain nombre de cas où elle s'est littéralement effondrée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Justement, avec Bitcoin, on a une occasion inespérée de dépolitiser la monnaie, c'est-à-dire en fait de la faire revenir à sa nature profonde, à son essence, qui est d'être une chose non politique. Si on change la monnaie, si on réforme la monnaie, on change le monde. Alors on a essayé un peu en rendant les banques centrales indépendantes, mais on voit bien que c'est une illusion. Les banquiers centraux sont nommés par des politiques, leur mandat est validé par un texte politique, et donc et aujourd'hui on voit bien qu'ils financent les déficits publics parce qu'ils n'ont pas le choix. Les penseurs, les économistes ont proposé différentes choses, mais qui sont toutes insatisfaisantes. Milton Friedman proposait une augmentation régulière de la masse monétaire pour diminuer le côté arbitraire. En même temps, il ne proposait pas de supprimer le monopole monétaire, et il disait lui-même que dans les années 30, la Banque centrale n'a pas assez agi contre la crise bancaire. Donc il voyait quand même un rôle important pour la puissance publique. Hayek allait plus loin en proposant en fait, de supprimer le monopole de la création monétaire, mais finalement, quel est l'intérêt de la puissance publique d'accepter ça? Et puis Rothbard lui proposait de revenir à l'état noir. Le problème de l'or, c'est qu'il est centralisable par la puissance publique, c'est exactement ce qui s'est passé, et donc ça ne peut pas être suffisant. Est-ce qu'on pourrait en fait continuer à faire de la politique monétaire dans un système de monnaie dépolitisée? Effectivement, c'est une question qui inquiète beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de politique monétaire? Alors d'abord, bon, c'est assez bien passé de politique monétaire pendant des siècles et des millénaires, et puis surtout, ok, pour dresser le bilan coût-avantage de l'existence des politiques monétaires. Mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier de mettre dans la colonne inconvénients tous les inconvénients que j'ai listés. Et il faut pouvoir prouver que les avantages l'emportent sur ces inconvénients. Est-ce qu'on peut prouver ça? Franchement, j'en suis pas sûr. Alors comment vont réagir les États? En fait, ils ne peuvent pas laisser faire un projet de dépolitisation de la monnaie. C'est aussi simple. Ils vont donc résister par tous les moyens possibles, et le déluge de désinformation qui s'abat sur Bitcoin, avec tous ces arguments fallacieux à la mode, en fait, est une illustration de ce mouvement, de ce début de contre-attaque des États. Et donc la crypto-monnaie qui va permettre la dépolitisation de la monnaie, ce sera la crypto-monnaie la plus résistante, la plus robuste. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est probablement Bitcoin. La plus robuste d'un point de vue technique, et puis d'un point de vue philosophique, parce que ces idéaux fondateurs, les idéaux des cypherpunks, correspondaient à ce projet de respecter la vie privée. Et Bitcoin assure un système d'incitation économique incroyablement subtil qui incite un maximum d'intervenants à contribuer au système plutôt qu'à essayer de le pirater, parce que c'est plus rentable pour eux. Et même des gens qui se fichent totalement de l'aspect philosophique, en fait, peuvent avoir intérêt à contribuer à Bitcoin, et donc ils servent le projet philosophique de Bitcoin sans même le savoir. Et même des États qui voudraient interdire Bitcoin ne feraient que lui offrir la plus grande campagne de publicité gratuite imaginable. C'est le caractère antifragile de Bitcoin. Quel type d'économie permettrait une économie comme celle de proposée par Bitcoin? Eh bien, ce serait une économie déflationniste, puisque le régime d'émission de Bitcoin est désinflationniste. Le rythme d'émission des tokens diminue avec le temps, et donc ce serait une économie déflationniste saine, qui résulterait du jeu normal du marché, avec le progrès technique et la concurrence qui fait baisser les prix, sans empêcher la consommation. Il y a une sorte de phobie de la déflation, mais une déflation saine est tout à fait possible, et historiquement, on a vu que ça fonctionnait. Alors, le mode d'adoption de Bitcoin, évidemment, n'est pas tout à fait satisfaisant. On préférerait tous que l'adoption se fasse de manière linéaire, prévisible, tranquille, douce. Mais non, parce que le monde réel est compliqué et chaotique. Donc, Bitcoin est adopté par phases de frénésie spéculative successives, et d'effondrement et de retournement de confiance. Et tant pis, c'est comme ça, en fait, on n'y peut rien. Et ça va sans doute continuer comme ça jusqu'à une phase de stabilisation. Est-ce qu'il y a un risque de repolitisation du Bitcoin, notamment quand des États donnent le cours légal à Bitcoin? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les États qui font ça n'obtiennent aucun pouvoir sur Bitcoin. Ils n'ont aucun pouvoir sur le protocole, ils ne peuvent pas modifier le régime d'émission du Bitcoin, et donc, en fait, ils ne prennent pas le pouvoir sur Bitcoin, c'est Bitcoin qui prend le pouvoir sur eux. Les États qui font ça se livrent à Bitcoin. En revanche, si Bitcoin échoue, et que d'autres cryptos essayent de prendre sa place, ou qu'on essaie de créer une nouvelle crypto qui aurait les mêmes vertus de résistance aux attaques étatiques, en fait, c'est peu probable que les États laissent faire. Ils n'ont pas compris ce qui passait avec le début de Bitcoin, mais ils ne reproduiront pas cette erreur de leur part. Ils ne laisseront pas faire une autre crypto résistante si Bitcoin échoue. C'est pour ça qu'on peut penser que Bitcoin est une expérience non reproductible. Donc en conclusion, il me semble qu'on peut expliquer beaucoup des problèmes contemporains par des phénomènes monétaires. La monnaie doit servir à faciliter l'échange, et si on lui affecte d'autres conditions
que cette fonction, notamment par la politique, on dégrade sa capacité à faciliter l'échange. Et donc, on dégrade le processus civilisationnel. Donc, séparer la monnaie de l'État, puisque c'est ça dépolitiser la monnaie finalement, c'est un projet civilisationnel. C'est un projet comparable à la séparation de l'Église et de l'État. Ouais. C'est une forme de projet politique sans politiciens. Pas besoin d'élection, pas besoin de campagne électorale. Bitcoin n'a pas besoin du pouvoir politique pour s'imposer. Progressivement, on va entrer dans un scénario où c'est le politique qui va avoir besoin de Bitcoin. Et donc, vous savez que Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Je pense pour conclure qu'on peut dire que Bitcoin est la continuation de la politique par d'autres moyens. Merci. Alors si après cette vidéo-là, tu ne comprends toujours pas que lorsque tu achètes de la crypto-monnaie, c'est que tu achètes de l'argent et non une monnaie simplement spéculative que tu vas retirer après qu'elle ait pris de la valeur. Si tu ne comprends pas encore ça, c'est que tu n'as pas compris la crypto. Et je te conseille vivement de la re-regarder jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que la crypto-monnaie, c'est un nouveau paradigme. Ça va changer les règles du jeu. Et donc, du coup, lorsque tu possèdes la crypto-monnaie, considère que tu possèdes de l'argent et puis un simple actif spéculatif. Donc, je t'encourage vraiment à regarder la vidéo pour comprendre ça. Et si tu as compris déjà, félicitations.